Moi, j'ai 13 heures à ma montre, donc je vous propose sans tarder de commencer l'activité qui démarre cet après-midi au colloque 609. Donc, après avoir entendu le point de vue des chercheurs sur la thématique des décisions de désinvestissement écologique, on va à présent entendre le point de vue des praticiens pour cette fois-ci ce qui concerne l'investissement durable. Donc, je vais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Nous avons ici Daniel Coulombe, qui est professeur titulaire de l'école de comptabilité de la faculté des sciences de l'administration à l'université Laval. Il est détenteur d'un doctorat en comptabilité et système d'information de l'université de Colombie-Britannique. Il se spécialise en comptabilité financière et en analyse des états financiers. Mais c'est en sa qualité de vice-président du comité de retraite des régimes de retraite des professeurs de l'université Laval qu'il va intervenir aujourd'hui. Il est d'ailleurs actuellement président du conseil d'administration du bureau de la retraite à l'université Laval, et nous allons l'entendre, c'est lui qui va démarrer le panel aujourd'hui en évoquant les difficultés d'un fiduciaire de régime, de réconcilier les obligations légales qui sont imposées au Québec au régime complémentaire de retraite et les obligations écologique, pourrait-on dire, de sortie des actifs que l'on détient dans des filières polluantes et les entreprises qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre plus particulièrement. Ensuite, nous entendrons Rocio Gueto, qui est conseillère principale et directrice des services clients OCIO, ce qui signifie impartition du poste de chef déplacement pour l'Est du Canada chez Mercer. Rocio a plus de 20 ans d'expérience au sein de l'industrie financière, dont 18 en développement des affaires et services clients pour les organismes institutionnels et privés au Canada, mais aussi aux États-Unis et au Japon. Elle travaille avec des gestionnaires de fonds canadiens offrant des stratégies à l'échelle mondiale. Rocio Gueto est titulaire également d'un bac en commerce concentration finance et d'un MBA de l'Université du Québec à Montréal. Enfin, nous entendrons j'ai oublié de vous préciser d'ailleurs que Rocio, elle va nous parler du parcours vers l'investissement durable chez Mercer au Canada. Quant à Bertrand Miliot, il dirige l'équipe d'investissement durable dont le mandat consiste à définir et à mettre en œuvre les orientations stratégiques à la Caisse de dépôt et placement du Québec, y compris l'intégration des facteurs ESG à l'ensemble des activités et le déploiement de la stratégie climatique. Il agit sur 3 volets, en assistant les équipes d'investissement dans la structuration des occasions d'investissement à impact, particulièrement sur les plans social, climatique et de transition énergétique. Deuxièmement, en gérant les risques liés à l'ESG, au changement climatique et à la réputation. Et troisièmement, en contribuant au rayonnement de l'organisation en coopération avec l'équipe de la Caisse au niveau mondial. Monsieur Miliot est l'un des architectes de la stratégie de la Caisse en matière de changement climatique et il est lui-même un investisseur chevronné en infrastructure et en dette corporative dans les marchés en croissance, domaine d'ailleurs où les considérations ESG ont toujours été d'avant-garde ou à l'avant-garde. Il est au service de la Caisse depuis 2015, mais il a auparavant occupé plusieurs postes en risque et en investissement durable, dont ceux de responsable des risques auprès des portefeuilles revenus fixes, solutions de financement, infrastructures et risques transversaux. Il a également été chef des enjeux et des risques climatiques et de l'équipe investissement durable. Donc, sans plus attendre, je vais… ah oui, peut-être quelques mots de logistique avant de laisser la parole à nos panélistes. Vous pouvez poser vos questions préférablement par écrit pendant toute la durée des présentations orales des panélistes, mais nous ne vous donnerons la parole qu'au terme du panel, c'est-à-dire aux alentours de 14h30, tel qu'indiqué sur le programme qui figure sur le site web de l'ACFAS. C'est Romario Yewesi, qui est doctorant en comptabilité ici à l'Université Laval, qui va administrer la partie questions-réponses, c'est-à-dire que c'est lui qui va surveiller l'ordre dans lequel vous allez poser vos questions. Et je vous propose de commencer par entendre le point de vue de Daniel Coulombe, donc vice-président, comme je l'ai précisé, du régime de retraite des professeurs à l'Université Laval. Merci Marion, vous m'entendez bien? Très bien. Je vais partager ma présentation. Alors, merci pour l'invitation à exprimer le point de vue d'un fiduciaire de régime de retraite. Bien entendu,
Tout ce que je vais dire aujourd'hui ne concerne que moi et non le régime, mais je vais exprimer le point de vue d'un fiduciaire de régime dans cette réflexion sur le désinvestissement ou l'investissement durable. Peut-être pour débuter, un bref rappel de ce qu'est un régime de retraite. C'est un contrat entre l'employeur et chacun des employés couverts. Et ce contrat-là est plus ou moins encadré au Québec par la loi sur les régimes complémentaires de retraite. Il y a plusieurs lois, il y a d'autres lois, mais tout ce qui concerne les régimes complémentaires hors gouvernement, c'est la loi sur les régimes complémentaires qui dicte les règles à suivre. Alors, cette loi impose une responsabilité fiduciaire à l'administrateur. L'administrateur, c'est le comité de retraite. Et aussi des obligations, divulgation, documentation, politique de placement, établir une politique de placement et aussi une politique de financement. Alors, ça a l'air un peu de ça. Donc, on a la loi RCA qui encadre le comité qui est administrateur du régime de retraite. Alors, la loi dicte un minimum de participation de membres à ce comité. Alors, il y a un I pour une personne indépendante. Alors, la loi dit que ça va faire au moins un administrateur indépendant qui n'a pas de lien avec le régime, un membre AC pour actif, un participant actif et un participant IN inactif. C'est comme ça que la loi présente des retraités, malgré qu'ils sont souvent beaucoup plus actifs que ça. Donc, alors, on a le minimum l'obligation légale d'avoir ces trois membres-là. Par la suite, le contrat entre le régime et les employés peut dicter un complément de membres qui s'ajoute, peut-être paritaire, un nombre de représentants de l'employeur, un nombre de représentants des employés, soit via le syndicat. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces membres qui sont fiduciaires, donc qui ont une responsabilité individuelle en tant qu'administrateurs de ce régime de retraite-là, proviennent beaucoup de l'interne. Et à ce titre, ils n'ont pas nécessairement une expertise, soit en régime de retraite, soit en finance, soit en administration. Et donc, n'ayant pas cette compétence, ils vont beaucoup s'appuyer sur des compétences externes pour les aider à prendre les décisions. Donc, expertise à retenir ici. Il y a deux types de régimes qui, dans les deux cas, ont des comités de retraite, un régime à cotisation déterminée, un régime à prestation déterminée. Commençons, c'est important de faire la distinction aujourd'hui dans le cadre de la discussion parce que ce n'est pas pareil les responsabilités. Commençons par le régime à cotisation déterminée. Alors, dans le cadre d'un régime à cotisation déterminée, les participants vont avoir des fonds dans le régime. Donc, ce sont leurs sous. Vous voyez, le participant B a les sous de la même couleur et le participant C a ses fonds un peu plus gros parce qu'il y a plus d'années de cotisation et le participant A a aussi ses fonds à lui. Donc, ce sont des fonds individuels et suite à la prise de retraite, bien, on pige dans ces fonds pour subvenir à nos besoins à la retraite. Donc, le régime offre certains petits placements à ces participants-là, un certain nombre de placements parmi lesquels ils peuvent choisir d'investir. Et il n'y a rien qui empêche le régime de créer un fonds vert, un fonds sans pétrole ou sans autre chose, et de permettre aux participants de transférer une partie de leur fonds dans ce cadre, dans ce type d'investissement vert. Il y a quelques années, il y a eu un groupe qui s'appelle Fossil Free qui a fait beaucoup de propagande pour que les investisseurs institutionnels sortent du pétrole et mentionnent plusieurs régimes de retraite qui avaient pris cette décision-là. Et la grande majorité des régimes de retraite qui avaient adhéré à cela étaient des régimes à cotisation déterminée. C'est beaucoup plus facile pour eux d'offrir. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de l'œuvre est exempt, par exemple, des titres pétroliers, mais on peut offrir un fonds qui a ces exemptions-là. Dans le cas d'un régime à prestation déterminée, c'est un petit peu plus complexe. Ça va effacer la cotisation. Dans le cas d'un régime à prestation, on a de l'argent effectivement aussi, mais on a aussi un passif, une dette envers les participants. Et au niveau des participants, ils n'ont pas de lien sur l'actif, sur l'argent. Ils ont un lien sur le passif. On a l'obligation de leur payer une rente, alors ils ont un droit de recevoir une rente. Alors, on ne peut pas dicter à la fois l'obligation de recevoir la rente et aussi comment l'argent doit être investi. Le rôle du comité de retraite, c'est de faire le lien, de payer les rentes, donc faire le lien entre cet actif de retraite et cette obligation de retraite. Donc, le mandat du comité de retraite se trouve là.
La loi complémentaire a certaines clauses qui nous intéressent particulièrement ici aujourd'hui, notamment, bon, la première qui dicte ici que le comité de retraite, qui est fiduciaire, doit agir avec prudence, diligence et compétence. J'ai parlé de compétence tout à l'heure. Il n'y a pas nécessairement la compétence entière dans le comité. On fait appel à d'autres compétences externes, mais si, bien sûr, il y a de la compétence à l'intérieur du comité, elle doit être utilisée. Donc, comme le ferait en pareille circonstance une personne raisonnable, on agit avec honnêteté dans l'intérêt des participants du régime. La deuxième, c'est la suivante, 51.1. Le comité de retraite est présumé agir avec prudence s'il agit de bonne foi en se fondant sur l'avis d'un expert. Alors, cette clause-là est arrivée un peu plus tard, en 2006, je crois, et elle est très importante pour un fiduciaire qui est responsable. Alors, on n'a pas nécessairement la compétence, et on est très responsable, même faire poursuivre et perdre nos actifs personnels à faire cette gestion-là qui n'est pas rémunérée. On peut avoir des arrangements avec l'employeur pour libérer un peu de temps pour faire ce travail, mais il n'y a pas de rémunération assortie avec ce travail. Donc, aussitôt qu'on se fie sur l'avis d'un expert, c'est comme si un renversement du fardeau de la preuve. Donc, on est présumé innocent, entre guillemets, au lieu de présumer. C'est-à-dire, on est vraiment, le fardeau de la preuve doit être fait par les formes externes, les gens qui se poursuivent. On n'a pas nécessairement à se défendre. Donc, dans la troisième clause, un membre du comité de retraite ne peut pas exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt, ni dans celui d'un tiers. Donc, si des gens externes veulent qu'on fasse des choses, la loi prescrit ce genre de choses. Donc, c'est cet encadrement-là avec lequel on doit travailler en tant que membre de comité de retraite. Donc, on a un mandat légal essentiellement. On n'a pas un mandat politique. Donc, vous ne verrez pas des fiduciaires de retraite à l'avant-scène prendre position pour dire on voit ci, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. C'est un mandat très légal, donc on reste beaucoup dans l'ombre. Et par construction, les administrateurs de régime de retraite sont des bibites qui sont averses au risque. Donc, on a cette aversion au risque. Alors, on a vu plus récemment des parties prenantes qui ont fait des pressions sur les investisseurs institutionnels et notamment aussi les régimes de retraite. Et on se bute à cet encadrement légal-là qui dicte comment les administrateurs doivent gérer les régimes de retraite, ce qui fait qu'il y a une certaine incompatibilité entre ces pressions externes, ces valeurs externes et les obligations légales des fiduciaires de régime de retraite. Dans d'autres circonstances, l'administrateur du régime de retraite ici serait l'employeur, donc il serait et à l'extérieur et à l'intérieur, mais ici au Québec, c'est l'employeur, les représentants, mais il n'est pas à l'intérieur. Et en fait, les gens à l'intérieur doivent respecter le cadre légal. Donc, c'est très difficile. Est-ce que le comité est un investisseur responsable? Le comité de retraite, je l'ai mentionné, n'a pas la compétence nécessaire pour investir. Donc, on fait affaire avec des consultants et on délègue aussi à des gestionnaires externes le choix des titres. Donc, la compétence est à l'extérieur. Il y a une délégation qui est faite à ces gestionnaires-là et ces gestionnaires-là vont choisir des titres. Bon, ces titres peuvent avoir un impact favorable sur l'environnement dans la mesure où il y a certains critères au niveau, par exemple, de la sélection des gestionnaires qui, eux, choisiront les titres. Nous, au niveau du régime à l'heure actuelle, on utilise effectivement les critères. On a des critères ESG. On choisit nos gestionnaires en partie sur la base de ces critères-là et on vérifie est-ce qu'ils utilisent ces critères-là dans leur choix de titre et ils nous font rapport assez fréquemment sur les critères qu'ils ont utilisés. On a aussi la gestion des droits de vote, mais par un organisme externe. Et on retrouve aussi d'autres types de mesures qui sont utilisées par les investisseurs institutionnels, notamment l'étude Krieger et al. Ici de 2020, parle aussi d'analyse d'impact carbone, de diversification, mais c'est sûr que dans le cadre d'un régime de retraite, pour agir avec prudence, il faut être diversifié au départ. Intégration des facteurs ESG, c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle. Réduction de l'impact carbone, donc mesure et réduction de l'impact carbone. Et c'est sûr qu'à l'heure actuelle, nos régimes à l'Université Laval sont en réflexion sur d'autres mesures, notamment celle-là, et aussi sur les propositions d'actionnaires, donc avoir un actionnariat un peu plus actif pour les investissements. Est-ce qu'on contrôle pour les risques ESG? Les critères ESG sont aussi une mesure de contrôle de risque, bien entendu.
Dans la mesure où ils sont appliqués par les gestionnaires, bien, ils vont faire des choix cohérents, conséquents avec ces critères-là, ce qui fait que finalement, on aurait moins de probabilité d'avoir des entreprises qui sont socialement mauvaises ou qui sont mauvaises pour l'environnement ou qui ont de mauvaises gouvernances. Donc, ayant ces critères-là, on pourrait dire que oui, on a un certain contrôle sur les risques. Et ces risques-là, on peut avoir comme par exemple les risques légaux, risques de réputation, nouvelles réglementations qui pourraient impacter nos actifs, corruption, et aussi climatique, risques que les changements climatiques peuvent avoir sur la valeur de nos actifs. À cet égard, on sait que les risques climatiques sont indéniables, les changements climatiques sont indéniables. Il y a un groupe de travail qui s'appelait le TCFD, Task Force on Climate Financial Disclosure. M. Bloomberg, M. Carney notamment, recommande aux entreprises de divulguer de l'information sur l'impact financier des changements climatiques. Quels sont les impacts que les changements climatiques vont avoir sur les actifs de l'entreprise? Et ces rapports-là sont publiés par les sociétés. Au Canada, il y a environ 25% des sociétés cotées à l'heure actuelle qui le font. Un petit rapport d'une vingtaine de pages. Comme les régimes de retraite sont des investisseurs à long terme, il y a une nouvelle réglementation au Royaume-Uni qui maintenant mandate les régimes de retraite à faire ce genre d'exercice. C'est un exercice qui est basé, calqué un peu sur ce groupe de travail, c'est-à-dire basé sur l'impact des changements climatiques sur la valeur des titres de nos portefeuilles. Donc, vous voyez ici la flèche, elle est inversée. Donc, ce n'est pas moi qui ai un impact favorable sur l'environnement, c'est l'environnement qui aura un impact défavorable sur la valeur de nos titres. Et aussitôt qu'on parle de risque, qu'on identifie ces risques-là pour les fiduciaires, bien entendu, le fiduciaire est pas mal responsabilisé et doit en tenir compte. Ce qui fait que finalement, ça implique pour les régimes de retraite qui seront affectés par cette réglementation des mesures de contrôle supplémentaires. Donc, le facteur ESG sont des éléments de contrôle, mais il faudrait aussi élargir ces mesures de contrôle pour tenir compte d'autres éléments. Donc, la nouvelle loi, elle est au Royaume-Uni, exige un rapport de type TCFD qui doit être aussi publié sur le site Web. Donc, le contenu doit être mandaté en fonction de ce que ce comité-là voulait. Récemment, le budget fédéral dit qu'il fallait prendre en compte les facteurs ESG. Il y a des nouvelles exigences de divulgation pour de considérations environnementales pour les régimes de retraite, y compris les risques relatifs au changement climatique. Donc, c'est assez vague. On parle ici peut-être plus de régimes qui sont sous réglementation fédérale. Il y a des articles qui mentionnent que la loi au Royaume-Uni pourra faire autorité, donc impacter beaucoup plus large et peut-être inspirer même la loi, le régime de la retraite Québec, c'est-à-dire dans sa loi RCR, ce qui fait qu'on est probablement susceptible d'en venir à une réglementation comme ça ou quelque chose comme ça ici au Québec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller plus loin que tenir compte uniquement des facteurs ESG. Il faut prendre en compte l'impact potentiel des changements climatiques dans les stratégies d'investissement, dans l'évaluation des actifs, dans nos stratégies de financement. Il faut identifier les risques reliés au changement climatique, risques physiques, risques de perte d'actifs, risques de transition, donc que nos actifs transitent vers une économie plus verte, donc ça d'utiliser l'énergie non renouvelable pour utiliser davantage d'énergie renouvelable. Obtenir les mesures, c'est obligatoire d'obtenir les mesures de carbone, évaluer les risques de changement climatique et définir les objectifs et opportunités. Opportunités, par exemple, pour être qu'on pourrait investir dans des fabricants de digues parce qu'effectivement, les niveaux des mers vont monter, donc ça serait une alternative intéressante. Et mesurer la performance en fonction des objectifs. Donc, dans nos rapports, qui auraient l'allure un peu de rapport TCFD tel que publié par certaines entreprises, on parlerait de la gouvernance de ces risques-là. On parlerait aussi de la stratégie et de la façon dont on va gérer ces risques-là. Et on aurait aussi une section qui dirait voici nos mesures et voici l'atteinte de nos objectifs en termes de mesures. Ça va beaucoup plus loin que ce que nous faisons à l'heure actuelle. Et on risque de se déplacer vers, éventuellement, dans les prochaines années, vers quelque chose comme ça, si ça devient obligatoire au Québec. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? D'un côté, on peut être des investisseurs responsables, c'est-à-dire investir pour avoir un impact favorable sur l'environnement.
où on est contraint via les risques de facteurs environnementaux de poser des gestes pour minimiser ces risques-là, tout en respectant les obligations légales. On a parlé de critères ESG. Donc, les critères ESG peuvent satisfaire les deux objectifs. D'abord, oui, ça va avoir un impact favorable sur l'environnement. Et du côté contrôle de risque, c'est vu dans le groupe TCFD comme étant une mesure qui va réduire le risque d'impact négatif de futures réglementations qui contraindraient les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, en mesurant et en réduisant les gaz à effet de serre, on va réduire le risque potentiel de perte de valeur de nos actifs. Mesure carbone, encore là, c'est ce que je viens de dire. Pardon. Droit de vote, oui, c'est un peu être proactif au niveau de l'actionnariat aussi, qui est le facteur suivant. Donc, ce sont des éléments qui vont aider du côté risque, gestion des risques, à transiter vers une économie plus verte. Et de l'autre côté, investissement responsable vont aider les entreprises à cheminer vers une transition. L'exclusion là-dedans, où est-il? Ben, l'exclusion est le dernier élément qui est utilisé par les sociétés à l'heure actuelle. Il pourrait être envisageable via un contrôle de risque beaucoup plus facilement parce qu'effectivement, on pourrait exclure les éléments à risque trop forts, donc exclure ces actifs de nos portefeuilles, tandis qu'il est beaucoup plus difficile d'envisager une exclusion si on veut aller proactivement, difficile à justifier de la part d'un fiduciaire de régime de retraite qui doit agir dans l'intérêt du régime, mais non pas, aussi noble soit-elle, dans l'intérêt de l'environnement. C'est quoi l'impact pour nous à l'Université Laval, en tout cas pour nos régimes, en matière de critères gestion, parce que là, à l'heure actuelle, on a surtout la gestion des critères ESG, sur le résultat de nos investissements en énergie. Alors, nos portefeuilles sont répartis un peu de la formule suivante, là, 40% en taux obligations, essentiellement des obligations gouvernementales, municipales. Et il y a une portion de ça qui sont des obligations corporatives. On a 26% en actions, 18% en immobilier, 8% en infrastructure et quelques placements privés pour environ 5%. Le portefeuille de l'Université Laval, bon, ça représente environ 1% du portefeuille de la Caisse de dépôt. Donc, M. Migaud va parler tout à l'heure. Donc, au niveau des obligations, on n'a pas identifié d'extraction pétrolière, si on met l'emphase là-dessus. Il y a des dettes corporatives, on est en changement de portefeuille, on ne peut pas vous dire où ça va évoluera, mais pour l'instant, on n'en a pas identifié. Il n'y en a pas dans l'immobilier, il n'y en a pas non plus dans le placement privé. On retrouve beaucoup plus d'énergie en infrastructure et dans le portefeuille d'actions. En infrastructure, bon, qui représente environ 300 millions de dollars, on a 12% du portefeuille qui est investi en énergie non renouvelable et 11% qui est investi en énergie renouvelable. Il n'y a aucune extraction pétrolière dans ce portefeuille-là à l'heure actuelle. Donc, on n'y est pas. Et ce qui est quand même remarquable, c'est qu'on est sur à peu près moitié-moitié en termes d'équilibre entre l'énergie renouvelable et l'énergie non renouvelable, qu'on qualifie comme par exemple des pipelines, des choses comme ça. Au niveau des actions, la position est relativement faible. On parle de 2% du portefeuille global d'1 milliard, donc une vingtaine de millions. Il y a 10 millions là-dedans qui est en énergie investie dans les sociétés qui font de l'énergie renouvelable et aussi de l'énergie renouvelable, donc qui sont probablement, certainement en transition vers une économie renouvelable, vers de l'énergie renouvelable. Et à ce titre-là, on pourrait dire que nos gestionnaires, n'ayant même pas de pression de notre part pour forcer ou exercer une pression pour une transition, mais le font déjà. Donc, on remarque déjà potentiellement cette transition-là. On a même une position de 6 millions dans de l'énergie renouvelable et le reste, ce serait en énergie uniquement non renouvelable, en extraction pétrolière. Encore là, on s'approche presque peut-être du 50-50. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que malgré le fait que nos positions soient peut-être qualifiables de faibles, parce qu'on ne considère que les critères ESG pour l'instant, il reste quand même que la façon dont nos gestionnaires les utilisent semble avoir un impact sur la qualité du portefeuille. Alors, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Daniel. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la présentation de Rocio Gueto qui va nous parler du parcours vers l'investissement durable de Mercer. Et c'est particulièrement important puisqu'on a vu en écoutant Daniel que les cabinets de conseil spécialisés sont très influents auprès des régimes de retraite.
Parfait, merci beaucoup Marion. Puis ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Donc effectivement, je pense que ça va être une belle suite par rapport à ce que Daniel vient de présenter. Donc ce que je veux partager avec vous pour les prochaines 20 minutes, c'est vraiment un peu comment on voit l'investissement durable chez Mercer, puis plus spécifiquement chez MGI, qui est le gestionnaire de portefeuille de Mercer. Mais on va commencer tranquillement par peut-être dresser un portrait sur un peu c'est quoi le contexte actuel. C'est sûr que Daniel a parlé beaucoup sur la réglementation et puis un peu la responsabilité fiduciaire des comités de retraite, mais on veut vous donner quand même une vue plus globale de qu'est-ce qui arrive parce que c'est sûr qu'il y a des régions, comme on l'a mentionné tantôt, il y a des régions qui sont beaucoup plus avancées que le Canada quand on parle d'intégration de facteurs ESG, puis encore plus du côté de la transition climatique. Donc, on va commencer par la mise à jour. Donc, puis je pense que Daniel en a parlé beaucoup, mais ici, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est, bon, c'est sûr que d'un pays à l'autre, chaque pays a sa vision de la chose, de comment on va intégrer les facteurs ESG. Mais ce qu'on voit dernièrement, c'est qu'il y a quand même une certaine tendance dans certains pays, surtout des pays en Europe, des lois qui sont beaucoup plus claires concernant le devoir de fiduciaire. Daniel l'a mentionné, c'est sûr qu'au Canada, est-ce qu'on va arriver là? Quand on va arriver là? J'imagine qu'un jour, mais pour l'instant au Canada, mais on parle plus de la règle de la personne prudente. Il y a eu une étude récente, en fait, c'est une étude qui a été commandée par l'Initiative financière des Nations unies. C'est l'étude désolée, c'est l'étude. En fait, c'est une étude qui a été commandée, puis cette étude-là démontre que sur le long terme, l'intégration des facteurs ESG n'a pas nécessairement, en fait, n'est pas en conflit avec le devoir fiduciaire et puis qu'il faut en tenir compte. Et puis même plus récemment, il y a eu une étude, en fait, c'est plus une opinion légale de McCarthy Tétrault qui mentionnait comme quoi c'est une obligation des comités de retraite de vraiment considérer les changements climatiques lorsqu'ils prennent des décisions pour le portefeuille des régimes. C'est sûr que au Canada, ce n'est pas encore une loi, mais je pense qu'on voit de plus en plus des régimes de retraite qui considèrent ces notions-là vraiment de plus en plus importantes. Quand on regarde ici, puis je pense que ce n'est pas la première fois que vous voyez ce genre de graphique-là, mais on voit quand même l'intérêt grandissant auprès des institutions financières, des investisseurs, des gestionnaires de portefeuille, régimes de retraite. Donc, ça ici, ça indique vraiment des institutions qui sont devenues signataires des principes d'investissement responsable. Donc, on voit vraiment une grosse tendance à la hausse. Et puis, ça indique encore là vraiment l'intérêt puis je pense le sérieux que la plupart des investisseurs commencent à démontrer face à ces risques-là. C'est sûr qu'actuellement, c'est en progression, dépendamment dépendamment de l'investisseur, l'approche va être différente et puis on va voir ça un peu plus tard, mais on voit quand même une augmentation de cet intérêt-là. L'autre chose, tantôt, Daniel a parlé bon, est-ce que c'est sûr qu'historiquement, tout le monde a pensé, bon, est-ce que si j'intègre les facteurs ESG, est-ce que je vais laisser de côté mon obligation fiduciaire qui est vraiment de générer la performance pour le portefeuille du régime? Et puis ici, sans être trop technique, ce qu'on démontre en vert, le point vert, ça, c'est l'indice qu'on appelle MSCI ACWI ESG Leaders. Et puis, vous voyez en blanc ici, ça, c'est l'indice traditionnel. Donc, quand on voit la performance et le positionnement par quartile de cet indice-là, de l'indice ESG Leaders, vous voyez que c'est quand même, la performance est très semblable, sinon, dépendamment des périodes supérieures. Donc, vous voyez sur 3 ans ici, on voit une performance supérieure. Donc tout ça pour dire que en fait, ce qu'on voit, c'est que
en fait, investir de façon durable, ça ne veut pas dire laisser de côté des rendements. Au contraire, mais ça va démontrer, en fait, ça démontre une meilleure gestion de risque et puis évidemment une génération de rendements qui sont quand même similaires à ceux de l'indice de référence traditionnel. Au niveau des tendances, c'est sûr que ce qu'on remarque, c'est des différentes approches. Tantôt, Daniel a parlé, bon, qu'eux, ils sont plus au niveau de l'intégration. C'est sûr que plus tard, Bertrand, au niveau de la caisse de dépôt, va parler de l'approche de la caisse. C'est sûr que la caisse est peut-être plus avancée que d'autres investisseurs, mais en général, là où on est, surtout au Canada, on parle plus d'intégration de facteurs ESG. Donc, l'investisseur, il va juste à chercher vraiment à s'assurer que les gestionnaires qu'il embauche dans le cadre d'un régime de retraite va vraiment avoir un processus d'intégration qui est clair. C'est sûr qu'au niveau des fondations, par exemple, des fonds de dotation, des communautés religieuses, on est peut-être plus rendu au niveau à faire des filtres, au niveau des placements, à investir dans des fonds qu'on appelle des fonds d'impact. Ou des fonds, disons, qui vont exclure les énergies fossiles, par exemple. Mais actuellement, au Canada, la majorité des investisseurs institutionnels sont plus au stade d'intégration, puis ça, c'est ce qu'on voit ici. Il y en a d'autres, évidemment, qui ont des plus gros portefeuilles et puis qui vont pouvoir s'engager auprès des compagnies dans lesquelles ils investissent. Mais actuellement, ce qu'on voit comme tendance, c'est vraiment une préoccupation d'intégrer les facteurs dans le processus de construction des portefeuilles et ainsi de suite. Donc, j'espère qu'un jour, on va pouvoir arriver à investir plus de façon à avoir un impact social ou de gouvernance ou même, puis surtout environnemental. Quand on regarde, donc, chez Mercer, comment on aborde la transition climatique, bon, ici, c'est sûr que ce que nous n'entendons pas par décarbonation, nous, c'est sûr qu'on voit ce processus-là comme un processus pluriannuel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans l'immédiat. Des investissements de la seule énergie fossile, c'est sûr que nous, notre approche chez Mercer, puis c'est ce qu'on propose à nos clients, régime de retraite, fondation, ainsi de suite, c'est vraiment une approche basée sur l'intégration et l'engagement. Donc, et puis évidemment, nous, comme ce n'est pas Mercer qui gère les portefeuilles ou qui achète, en fait, qui achète des titres, qui investit dans des compagnies, on va vraiment travailler de très proche avec les gestionnaires qu'on sélectionne pour nos clients et on va vraiment s'assurer que ces gestionnaires-là ont une politique d'engagement très claire avec des objectifs très clairs et en fait, et puis on s'assure que ces gestionnaires-là ont vraiment une influence sur surtout la politique de transition climatique des compagnies dans lesquelles ils investissent. Ici, on dit, c'est sûr que là où on est plus ou moins d'accord, c'est vraiment de le faire. C'est sûr qu'il faut commencer quelque part. Donc, la plupart en fait, ce qu'on voit chez la plupart des investisseurs, c'est que bon, ils vont commencer à mesurer, ils ont leur portefeuille, ils ont l'empreinte carbone et tout. Surtout le portefeuille d'actions, mais nous, on préconise vraiment une vue d'ensemble. Donc, s'assurer qu'autant du côté obligataire que de côté action, côté marché privé, qu'il y ait vraiment une mesure, qu'il y ait une conscientisation au niveau de l'empreinte carbone et puis de la décarbonation du portefeuille. Évidemment, il ne faut pas que ça se fasse à n'importe quel prix. Ce que nous, on préconise, c'est vraiment d'avoir une stratégie à long terme et puis que cette stratégie-là, en fait, soit claire au niveau de sa définition puis au niveau de son implantation aussi. Ce qu'on préconise aussi, c'est qu'il ne faut pas tenir compte, disons, dans le cadre des investissements, par exemple, disons, un investisseur qui veut désinvestir, de ne pas le faire sur la capacité à court terme d'une compagnie à décarboniser ou pas son portefeuille ou ses investissements, mais on regarde plus, en fait, il faut regarder le potentiel de cette compagnie-là et puis les investissements qu'ils vont faire pour générer des revenus un peu plus verts. Donc, c'est vraiment regarder le plus long terme et évidemment regarder
cette transition climatique vraiment dans un cadre beaucoup plus global et puis non pas juste tenir compte, disons, des investissements, mais il faut vraiment considérer ces stratégies-là vraiment dans une stratégie un peu plus générale et puis plus globale. Quand on regarde, donc chez nous, qu'est-ce qu'on conseille à nos clients? Puis évidemment, c'est sûr que comme Daniel le mentionnait tantôt, il y a en fait, des efforts qui sont très faits et puis des pressions qui sont faites auprès des investisseurs institutionnels de réduire l'empreinte carbone. Mais pour nous, c'est très important de vraiment s'assurer que notre cheminement, notre parcours, en fait, que le parcours de l'investisseur soit clair. Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment ils définissent les croyances? Donc, il faut commencer tout d'abord. Le premier point qu'on suggère à nos investisseurs, c'est à nos clients investisseurs, c'est bon, quelles sont vos croyances en matière de changement climatique? Quels sont vos objectifs? Donc, pas nécessairement se laisser influencer par ce que les autres font, mais identifier clairement quelles sont les croyances. Et puis tout ce travail-là se fait évidemment au niveau d'un conseil d'administration ou bien au niveau du comité de placement ou du comité de retraite. Après ça, c'est sûr qu'une fois que vos croyances sont bien déterminées, mais c'est de définir quelles sont nos politiques en termes de gouvernance et puis en matière d'intégration des facteurs ESG et puis surtout au niveau du changement climatique. Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Puis après ça, mais c'est la troisième étape, c'est vraiment le processus, comment on va le faire. Est-ce qu'on travaille avec des conseillers externes? Est-ce qu'on embauche quelqu'un à l'interne qui a vraiment cette expertise-là, puis qui va pouvoir nous amener là? Et puis le dernier point, évidemment, c'est l'implantation, c'est de choisir des portefeuilles qui vont mener, puis qui vont aider le régime ou l'investisseur en général à vraiment atteindre ces objectifs-là de transition climatique. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs moyens quand on regarde le portefeuille, puis nous, on le fait beaucoup avec nos clients. Bon, c'est sûr qu'actuellement, l'offre de produits, donc, pour atteindre une certaine transition climatique, elle est en évolution, surtout au Canada, mais il y a de plus en plus de solutions d'investissement qui sont vraiment disponibles et puis qui vont permettre avec le temps à des régimes de retraite ou à des investisseurs institutionnels d'atteindre leurs objectifs, disons, net zéro à un moment donné, disons, dans 20 ans, 20, 30 ans d'ici. Donc c'est ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que nous, on aide beaucoup nos clients à passer de la théorie à la pratique. Et puis, c'est là où je reviens, en fait, à tout le parcours que j'ai mentionné ici. C'est vraiment d'aider à vraiment structurer la pensée, à structurer la philosophie d'investissement des investisseurs pour s'assurer qu'ils vont vraiment atteindre leur objectif de transition climatique. Mais c'est ça, puis le faire de façon ordonnée, de façon disciplinée. Toujours en tenant compte que pour nous, le plus important, c'est vraiment l'engagement auprès des compagnies et puis de s'assurer que ces compagnies-là dans lesquelles les différents gestionnaires investissent ont un plan de transition climatique qui est très clair. La politique d'investissement, donc moi, je travaille pour ce qu'on appelle les services délégués. Donc, c'est sûr que s'il y a un régime de retraite qui délègue la gestion de son portefeuille à Mercer, nous, c'est un peu la politique de placement qu'on va suivre. Et puis, ce que cette politique-là mentionne, c'est vraiment le travail ardu qu'on fait auprès des gestionnaires de portefeuille. Donc, c'est sûr qu'auprès des gestionnaires, on va établir ce qu'on appelle une cote ESG. Donc, on va donner une cote à chaque gestionnaire qui va de 1 à 4. 1, c'est vraiment un gestionnaire qui a des politiques en place qui sont très claires, qui évaluent, qui mesurent l'impact climatique de toutes les compagnies dans lesquelles ils investissent. C'est sûr que dans certains cas, ces gestionnaires-là qui sont cotés 1, ils vont exclure l'énergie ou les énergies fossiles, mais la plupart ont vraiment, la plupart des gestionnaires qui sont cotés 1, c'est des gestionnaires qui ont vraiment des stratégies très claires, comme je l'ai mentionné, côté ESG.
C'est sûr qu'on va aussi évaluer de ces gestionnaires-là comment ils s'engagent auprès des compagnies dans lesquelles ils investissent. C'est sûr qu'il y a quelques années, on entendait beaucoup de gestionnaires qui disaient, mais là, moi, je suis signataire des principes en investissement durable. Mais après ça, quand on allait plus en détail voir qu'est-ce qu'ils faisaient, il n'y avait pas grand-chose qui était fait. C'était plus une question de marketing et puis de dire, je suis signataire. Nous, évidemment, le fait d'avoir un système d'évaluation des gestionnaires côté ESG, mais ça nous permet vraiment d'aller poser les vraies questions puis d'aller voir qu'est-ce que ces gestionnaires-là font de façon pratico-pratique et puis comment leurs actions impactent les activités des compagnies dans lesquelles ils investissent. Et puis, évidemment, on fait une surveillance de façon quand même assez rigoureuse de ces gestionnaires-là. Puis, notre but, c'est vraiment d'aider ces gestionnaires-là à améliorer leur code ESG, puis surtout la lettre E, côté environnemental. Donc, moi, j'arrêterai ici. C'est sûr que du point de vue des portefeuilles, juste en conclusion, la plupart de nos portefeuilles qu'on offre aux clients, puis c'est ce qu'on recommande à la plupart de nos clients, c'est vraiment une sous-pondération au secteur de l'énergie. Par contre, nos recommandations ne sont pas nécessairement liées à un désinvestissement. Comme je l'ai mentionné au tout début, Mercer prône plus l'engagement, donc le dialogue avec les compagnies et puis en fait guider les compagnies dans lesquelles nos gestionnaires investissent vers des revenus plus verts et puis une meilleure intégration des facteurs ESG. Donc, ça, c'est un peu le positionnement des Mercer. Puis, c'est de cette façon-là qu'on travaille avec la plupart de nos clients investisseurs. Merci beaucoup, Rocio. Marie, je pense qu'on peut commencer la période de questions. D'accord, donc la manière dont ça va se passer, c'est qu'on a 3 questions qu'on aimerait poser aux panélistes, qui sont des questions transversales, suite à quoi on ouvrira les questions à tous ceux qui sont présents ici et qui aimeraient interroger nos panélistes. Ce que j'espère vous ferez, parce que c'est un grand honneur qu'ils nous font d'être là à une conférence académique. Donc la première question qu'on aimerait vous poser tour à tour, c'est comment est-ce que vous voyez la responsabilité propre de chacune de vos organisations, donc respectivement la responsabilité des régimes de retraite, Daniel, la responsabilité de la caisse, Bertrand, la responsabilité des cabinets de conseil spécialisés dans l'effort global de lutte contre les changements climatiques, effort auquel les experts du GIEC nous enjoignent de participer au plus vite. Donc, on va peut-être y aller dans le même sens que le sens des présentations. Daniel, qu'est-ce que vous en pensez? Mais, pour un régime de retraite, c'est difficile. On n'a pas cette responsabilité-là légale. Alors, on n'a pas la responsabilité de le faire. Par contre, on peut adhérer aux meilleures pratiques. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas nécessairement l'expertise sur un comité de retraite pour poser des décisions, prendre des décisions de placement crédibles. C'est pour ça qu'on va faire avec des consultants externes. Alors, les meilleures pratiques, tel qu'on mentionnait tout à l'heure, les facteurs ESG, on a réfléchi, nous, à l'interne maintenant pour adhérer à la mesure carbone, mais il faut établir les objectifs. Il y a quand même une réflexion derrière ça aussi. L'engagement actionnarial, surtout auprès de nos gestionnaires. Donc, finalement, essentiellement, pour un régime, c'est plus via la sensibilisation, s'assurer que nos gestionnaires font ce travail-là, parce que ça revient plus à eux de le faire, mais avec peut-être certains guides de notre part, mais pour ce qui est de la responsabilité, on sent une pression environnementale, c'est une pression comme tout le monde, mais légalement, on n'a pas cette obligation-là. Si l'obligation devenait légale, il faudrait qu'ils nous indiquent aussi quels moyens on peut prendre pour y arriver. Oui. Je pense que donc c'est ça. Puis nous, du côté en tant que conseiller des régimes de retraite, de fondation, c'est sûr que on n'a pas non plus d'obligation légale, de responsabilité légale, mais notre but, évidemment, c'est de guider nos clients sur les risques puis les opportunités qui peuvent en découler de cette transition climatique-là. C'est sûr qu'on travaille, comme je l'ai mentionné tantôt, on travaille vraiment de très proche avec les gestionnaires qu'on engage, on leur donne des cotes. Donc, c'est sûr qu'on met beaucoup de pression sur nos gestionnaires
à ce qu'ils soient très, très actifs auprès des compagnies dans lesquelles ils investissent et puis de s'assurer que ces compagnies-là suivent vraiment ont un programme clair au niveau de la transition climatique. Donc, vraiment, notre responsabilité revient à guider, à éduquer aussi nos investisseurs, autant les régimes de retraite que les fondations, les membres des comités d'investissement, mais aussi travailler en même temps avec les gestionnaires qu'on embauche pour gérer les portefeuilles de nos clients. Donc, vraiment s'assurer que tout le monde est vraiment actif et puis que tout le monde a des plans et a un plan stratégique clair concernant cette transition climatique-là. Merci, Rocio. Et pour poser une question de suivi, j'aimerais savoir, mais vous n'êtes pas tous obligés d'y répondre, seulement si ça vous inspire, comment est-ce que vous envisagez la responsabilité des autres agents impliqués dans la vie économique de notre pays, que ce soit l'État, les entreprises, les analystes financiers, les consommateurs, les organisations intergouvernementales type GIEC et autres. Donc, comment voyez-vous leur responsabilité dans l'effort global de lutte contre le réchauffement climatique? Et question subsidiaire, y a-t-il des politiques publiques qui vous seraient utiles pour vous faciliter la vie dans l'effort qui est le vôtre depuis plusieurs années? Dans le même ordre, j'imagine. Je lance ça à la cantonade, Daniel, donc celui qui se sent interpellé peut répondre en premier. Ben, ce que je me disais, c'est dans le fond, parmi tous les intervenants que tu as mentionnés, c'est sûr que le consommateur et probablement l'individu, individuellement, on a une responsabilité assez grande dans nos choix, dans nos manières de vivre, d'utiliser justement le carbone ou l'énergie, de changer nos comportements pour améliorer le climat. Donc, je pense que c'est beaucoup là que se trouverait la première responsabilité, selon moi, et pas imputer un fiduciaire de régime pour se sortir du pétrole et dire, ben voilà, c'est fait, maintenant on est correct pour l'environnement. C'est pas du tout, là, ça ne changera absolument rien à l'environnement. Donc, je pense que c'est d'abord individuellement. Maintenant, est-ce que le gouvernement peut avoir des politiques? Oui, c'est son rôle. Peut-être des politiques pour inciter la réduction de l'impact carbone. Merci. Je laisserai Bertrand. Et puis pour ajouter peut-être à ce que Bertrand disait, bon, je pense qu'un très bon point, c'est de dire que je pense qu'en tant qu'investisseur, il y a beaucoup d'argent, on le voit auprès de tous nos clients. Les clients, ils sont prêts à investir de façon beaucoup plus durable, mais évidemment, il n'y a pas de politique gouvernementale qui sont claires et puis il n'y a pas non plus de produits dans lesquels les investisseurs peuvent investir. Donc, ça démontre quand même qu'il y a un certain manque, une certaine carence dans ce qui est disponible actuellement. Merci beaucoup, Rocio. Il y a des questions qui s'accumulent dans le chat et qui vous seront posées dans une 10e de minute, mais je vais quand même en poser une qui m'a été suggérée parce qu'elle est directement en lien avec ce qui précède. On me demande de vous demander si vous jouez occasionnellement le rôle de lobby auprès des gouvernements pour la mise en place des politiques publiques dont vous auriez besoin pour avoir les coups des franches dans vos stratégies d'investissement. Vous vouliez ajouter? Mais, oui, je vais en fait dans le même sens que Bertrand. C'est sûr que, bon, j'appellerai pas ça du lobbying, mais plus vraiment être impliqué dans les différentes associations qui vont faire avancer les choses. Et puis d'ailleurs, Mercer a été un des conseillers des Nations Unies au tout départ quand les PRI ont été définis, ont été initiés. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on voit notre implication, c'est de s'assurer de faire partie des groupes de travail un peu partout dans le monde qui vont vraiment faire avancer la. Je suggère d'envoyer le débat un petit peu ailleurs. Peut-être que ça va susciter d'autres questions de la part des gens qui nous écoutent. Est-ce que vous avez des outils? Colin, je note, Romario, tu notes que Colin a une question à poser dans quelques minutes, ça sera le moment des questions-réponses. Mais une question pour amener le débat un peu ailleurs, c'est si vous avez développé des outils qui vous permettent de voir clair dans les stratégies éventuelles de blanchiment écologique potentiellement utilisées dans les entreprises qui communiquent sur leurs émissions de gaz à effet de serre ou qui communiquent sur les facteurs ESG que vous avez choisi de contrôler. Je pourrais peut-être commencer. Bon, c'est sûr que nous, au niveau de la gestion des portefeuilles de nos clients, disons des caisses de retraite, des fondations, la façon dont on contrôle ce qu'on appelle les greenwashing, c'est vraiment
comme j'ai mentionné tantôt, on donne des cotes, ce qu'on appelle des cotes ESG à nos gestionnaires de portefeuille. Puis il y a vraiment de l'analyse rigoureuse qui est faite auprès de leurs initiatives, de leurs actions qu'ils font, de leur engagement auprès des compagnies dans lesquelles ils investissent. Et puis, évidemment, tout ça est analysé de façon très approfondie. Et puis, c'est ça qui nous permet de donner ces cotes-là. Donc, il y a des vérifications diligentes qui sont faites auprès de ces gestionnaires-là. Il y a beaucoup de questions qui sont posées sur, bon, c'est quoi leur impact. Donc, on va leur demander de plus en plus un rapport en fait, l'efficacité de leurs engagements auprès des compagnies dans lesquelles ils investissent. Donc ça, c'est une façon pour nous de vraiment s'assurer que ces gestionnaires-là ont un travail qui est valide auprès des compagnies dans lesquelles ils investissent. Donc, comme nous, on n'est pas détenteur d'actions directes, en fait, Mercer ne détient pas des actions directes, on délègue cette suivi-là à nos gestionnaires de portefeuille. Donc, puis de plus en plus aussi, on commence à développer nos propres mesures des gestionnaires, des compagnies. C'est sûr, je pense que tout le monde le sait, il y a MSCI qui produit beaucoup de données, mais ces données-là, bon, sont en évolution. Mais on s'assure que nous-mêmes, on a des équipes qui vont vraiment avoir des outils qui vont permettre de mesurer ces activités-là climatiques auprès des compagnies et puis surtout des gestionnaires qu'on embauche pour nos clients. Merci. Daniel ou Bertrand, est-ce que... Ça va être assez rapide. Pour nous, c'est délégué aux gestionnaires. Donc, c'est à eux, c'est eux qui font les choix. Donc, c'est eux qui évaluent. Non, nous, on n'a pas les moyens de faire ce genre de travail. Merci. Alors, une dernière question de notre part, ce serait de savoir si vous, puisque vous semblez beaucoup vous reposer sur les facteurs ESG dans votre pilotage vers une transition plus durable de vos placements, eh bien, je cite un élément que Rossio avait elle-même évoqué, qui est ce qui est mesuré peut être contrôlé, certes, mais est-ce que vous êtes susceptible de prendre une décision de désinvestissement si pendant plusieurs années de suite, une société que vous surveillez continue à avoir une performance sous-optimale sur un facteur ESG? Donc, est-ce que ça peut aller jusqu'au désinvestissement ou simplement vous contrôlez, vous mesurez des indicateurs dans l'espoir que ça aura un effet incitatif dans les entreprises dans lesquelles vous investissez? Vas-y, Daniel. Oui, en fait, la réponse simple, c'est pas nous qui prenons cette décision-là, ce sont nos gestionnaires. La décision de désinvestir pour un comité de retraite va être difficile à prendre, à moins qu'elle soit appuyée par un expert et à tous ceux qu'on a demandé, ils ne l'ont pas prise. Par contre, avec nos facteurs ESG, bien, on a notamment, on peut prendre un exemple, le portefeuille d'Action canadienne, on a quand même beaucoup d'énergie au Canada, puis le gestionnaire n'y est pas, il n'en est pas. Dans l'extraction. Pourquoi? C'est sa décision, c'est lui qui prend cette décision-là. Pour avoir regardé un peu aussi les facteurs, les critères ESG de gestionnaires qu'on a engagés récemment, pour certains gestionnaires, les critères ESG sont des go ou no-go. Donc, si ce n'est pas bon, on n'y va pas. Donc, j'imagine que si ça se détériore, ils vont tout simplement désinvestir. Donc, ils ne se réfèrent pas au comité, ils vont le faire eux-mêmes directement en fonction de l'analyse de leurs propres critères. C'est ça, je pense que on va dans le même sens que bon, c'est sûr qu'on est des gestionnaires de portefeuille, donc les régimes de retraite vont nous déléguer ces décisions-là. Puis actuellement, nous, on est plus au stade de mesurer. Donc, on mesure comment les compagnies évoluent, mais c'est sûr qu'on n'est pas encore au stade des investissements. On va suivre, on va faire le suivi. Donc, tout ce qui est mesure, ça fait pas longtemps qu'on a des outils, puis je pense que c'est pas juste Mercer, mais un peu partout. Donc, c'est encore nouveau. Alors, on va continuer à mesurer pendant encore un couple d'années. Et puis après ça, là, on va pouvoir avoir une idée beaucoup plus claire si on désinvestit. Mais pour l'instant, on est vraiment au stade de mesurer puis de voir un peu comment ces compagnies-là évoluent.
Merci beaucoup à tous les trois. Ce que je vous propose, même si nous sommes en avance sur notre planning, c'est de commencer tout de suite la session questions-réponses. Et si on termine plus tôt, eh bien, la pause n'en sera que plus longue.